qui crée des safe spaces pour que les femmes puissent s'exprimer. Donc, tu as soulevé également un point tout à l'heure quand tu as dit que c'est également comme le retour des femmes. Donc, ton pourquoi. Tu avais déjà un pourquoi assez fort pour le fait de faire cette vidéo-là, de partager. Et également, donc, les conversations que tu as eues avec les femmes. Donc, quel a été le retour, en fait, sur cette vidéo-là? J'ai reçu, je pense, une centaine de messages ou plus. Je pense plus. Enfin, j'ai jamais compté, mais je veux dire, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes partageant donc leur histoire. Et il y avait aussi des connaissances à moi, des personnes avec qui j'ai fait le lycée ou des personnes que j'ai connues dans différents pays. Et j'aurais jamais imaginé en fait qu'elles aussi avaient vécu la même chose. Et je pense que c'est ça aussi, quand on dit qu'il y a 35% de femmes qui sont violées, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on le pense. Et elles n'en parlent pas, justement. Moi, j'étais stupéfaite de revoir le même schéma. Il y avait vraiment les mêmes peurs exactement expliquées, exprimées de la même façon. La première raison pour laquelle les femmes ne dénoncent pas le viol, c'est la peur qu'on pense qu'elles mentent, qu'on pense qu'elles ont une raison ou elles avaient une raison secondaire derrière la raison de la dénonciation. La première raison, c'est « oui, mais on dira que j'ai menti ». Et ça fait vraiment mal parce que tu sais que c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas dénoncer quelque chose qui t'a fait aussi mal et qui est injuste et illégal? Et donc c'est ça en fait. Et pour moi, c'est important de me rappeler de ça parce que je suis une activiste. Je suis une femme qui s'est jamais conformée à certaines règles. Et je remercie d'ailleurs le Seigneur d'être comme je suis, je l'embrasse totalement. Et donc, je pense qu'aussi, c'est quelque part, étant cette personne-là, c'est peut-être mon devoir de faire ce que je fais. C'est naturel. Donc, si c'est le cas, pourquoi est-ce que je ne parlerai pas? Pourquoi est-ce que je n'aiderai pas ces femmes-là? Et ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a fait du bien. Justement, c'est exactement, je pense que un des éléments qui est intéressant aussi, c'est de savoir le mouvement MeToo a créé littéralement un mouvement boule de neige en Occident et l'Afrique est restée silencieuse, vraiment. Donc, et pourtant, on est conscient dans notre quotidien, le nombre de personnes qu'on connaît qui ont vécu des violences sexuelles est assez... je veux dire, pour moi, c'est important, mais c'est au-delà d'être important, c'est juste dramatique, tout simplement. Donc, à ton avis, pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu un mouvement similaire au Mali, en Côte d'Ivoire, en tout cas en Afrique? C'est une très bonne question et je me rappelle que après la vidéo, j'avais une conversation avec un ami à moi qui me disait « Ah, mais peut-être qu'il y aura un mouvement MeToo au Mali. » Et je lui ai dit « Non, mais ça n'arrivera jamais. » Et je le savais déjà. Et je trouve que c'est tellement dommage que nous n'ayons pas pu saisir cette opportunité-là pour libérer les femmes africaines et peut-être revoir les textes légaux et les pratiques judiciaires. Ça viendrait peut-être un jour. Je pense qu'on a beaucoup trop peur du regard de la société. Je pense que on est encore très restreinte. On a peur du jugement. Et je pense que pas beaucoup n'osent se battre contre les injustices liées à la violence sexuelle. J'aimerais également rebondir en fait sur ça parce que dernièrement il y a eu un événement en Côte d'Ivoire de violence sexuelle, d'une jeune fille qui a même dû sauter de son balcon pour échapper donc au cou de son conjoint. L'histoire en fait est grave dans la mesure où finalement la jeune fille a retiré sa plainte et donc sur les réseaux sociaux les gens se sont donnés à cœur joie pour décrédibiliser cette victime là. Et en parlant du processus, tu nous as partagé le processus et la phase 1, justement, c'est que la victime elle-même se sent coupable. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et ensuite, lorsque cette victime-là se retrouve d'autant plus dans une situation donc de débalancement économique avec son partenaire, il y a également cet élément-là à prendre en compte. Si la personne est dépendante
financièrement donc de son bourreau, ça rajoute encore une couche finalement qui rend le processus, qui allonge en tout cas ce processus-là du monde. Et donc, ce qui a été intéressant par contre, c'est de créer, ça a créé un débat. Ça a créé un débat qui montrait assez spécifiquement là où les institutions manquent. Il y a un manquement des institutions au niveau de la police notamment, au niveau de la formation et de leur compréhension de la complexité que représente la violence sexuelle et comment donc pouvoir réconforter les victimes, les prendre en charge et comprendre justement toutes ces phases-là. Ça ne décrédibilise pas le propos de la victime. Loin de là, ça marque également, je pense, le trauma que cela représente. Donc, justement, fort de ton expérience et de laquelle tu es sortie vraiment grandie, qu'est-ce qui doit changer urgemment pour aborder ces questions plus librement chez nous et arriver donc à changer les choses, selon toi? Je pense que t'as eu un bon point, c'est-à-dire que effectivement, quand il y a une dépendance financière, il est presque impossible pour la femme de sortir de ce contexte abusif. Par contre, je pense que avant tout ça, on a besoin de repenser les relations enfants-parents dans les familles africaines. Je pense que c'est pas normal qu'une jeune femme ne puisse pas aller vers sa mère ou son père d'ailleurs pour lui expliquer une telle injustice et même recevoir l'affection de ses proches. Je pense que, imaginons, donc, prenons le scénario d'une femme qui est dépendante, qui est même mariée, okay, qui est dépendante de son mari financièrement, mais qui a le support de sa famille. Je pense qu'elle pourrait plus facilement rentrer chez elle ou retourner, comme on dit chez nous, pour celles qui parlent pas une langue africaine. Quand on dit rentrer chez nous, c'est-à-dire retourner chez ses parents, donc divorcer par exemple. Je pense que dans ce contexte-là, elle pourrait retourner chez elle. Mais s'il n'y a pas ces relations-là entre l'enfant et les familles, non seulement elle ne peut pas aller chez elle, mais aussi elle est restreinte à rester dans son mariage, par exemple. Et je pense que donc le premier support d'une femme devrait être sa famille et on devrait vraiment repenser les dynamiques enfants-parents. Absolument. Et dans ce cas de figure précis, je pense que il faut aussi changer les mentalités dans le sens où le divorce est vu comme un échec. Mais vraiment un échec absolu pour la femme, pour les parents, etc., pour la communauté. Et en fait, non. En fait, l'échec, c'est de rester dans un mariage qui est violent, qui limite ton enfant, qui la détruit aussi psychologiquement, émotionnellement, physiquement dans certains cas. Et je pense que c'est là où vraiment le travail de sensibilisation que beaucoup d'activistes font est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il y a un travail de fond à faire, de changer les perceptions. Et de changer aussi le rôle, c'est beaucoup la responsabilité de rester dans le foyer, c'est vraiment sur les femmes. C'est à toi de faire tenir ton foyer, c'est à toi de t'assurer que tu n'énerves pas ton mari, qu'il ne devient pas violent, subvient à tous ses besoins et à tous ses caprices. Et en fait, ça devient problématique parce que ça peut prendre des proportions dangereuses dépendamment de la personne qui est en face, quoi. Donc il y a vraiment un travail, de fond à faire au niveau des mentalités. Je pense que ce n'est pas à mettre en opposition avec nos valeurs et c'est souvent ça, on se retrouve malheureusement à revenir à ces mêmes dichotomies. Ce n'est pas une question occidentale de vouloir protéger son enfant, protéger les femmes. En fait, non, c'est une question de dignité et la dignité est fondamentale dans les cultures africaines, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à ça. On s'est malheureusement, je pense, à mon sens, éloigné de vraiment les valeurs fondamentales. Mais et excuse-moi pour rapidement rajouter quelque chose, c'est-à-dire que en Afrique, même si une femme va donc vers une femme mariée va vers sa famille pour par exemple leur dire que elle est victime de violences domestiques ou de violences sexuelles spécifiquement, on lui dira oui, mais
il faut quand même que tu essaies de développer cette patience. Tu peux toujours changer ton mari, il pourra comprendre, peut-être qu'il changera, etc., etc. Et je pense que également, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on est toujours, on veut créer, et je vais l'expliquer aussi plus tard, parce que à travers l'exposition d'art que j'ai montrée à Bamako, justement, j'ai touché donc ce sujet-là, mais on veut forcément euh, euh, changer la colère donc de la victime ou la colère de la victime vers l'empathie. On veut qu'elle ait une empathie vers même son violeur ou l'abuseur. Et ça, c'est un problème. Absolument, c'est extrêmement violent et la colère, elle est légitime, mais on la légitime jamais. C'est vraiment là le problème également. Donc, on peut continuer directement, je pense, avec l'art comme moyen de dénonciation. Et puis l'exposition donc que tu as dirigée, hein, Mousso Kaatuma, c'est là. Est-ce que tu peux traduire pour nous? Moi, je comprends, hein, mais avec un accent très bizarre aussi, tout à fait. On peut juste revenir. Ah oui, je l'entends. Je me sens mieux du coup. Pour une fois, je suis là. Pour une fois. Donc, Mousso Kaatuma Sera veut dire c'est l'ère des femmes. Mousso, c'est les femmes. Et Kaatuma, Tuma, c'est l'ère. Sera, ça veut dire arriver. Donc, soit c'est l'ère des femmes ou l'ère des femmes est arrivée. Merci pour la traduction. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de cette exposition-là? Je pense que le titre est très parlant, donc on sait déjà un peu la thématique. Donc, est-ce que tu peux rentrer vraiment dans les détails? Parce que je trouve que c'est une exposition qu'on devrait avoir aussi importée à Abidjan et dans d'autres villes. Ah, ce serait super. En fait, déjà, donc, j'ai été, où je suis d'ailleurs toujours, la commissaire de l'exposition. C'est-à-dire que mon rôle est de penser à la sélection de l'art, des artistes également, de penser à l'histoire que j'aimerais transmettre donc à mon audience. Et donc, l'exposition, juste pour le mettre un peu dans le contexte, je l'ai présentée lors de la 12e édition de la Biennale africaine de la photographie à Bamako, qui a eu lieu de novembre 2019 à janvier 2020, donc c'était très récent. Et j'ai vraiment eu la chance de gagner un appel à projet d'un organisme basé à New York qui s'appelle Apex Art. Donc, je suis reconnaissante pour cette opportunité-là. En fait, ça s'est passé de manière très naturelle. J'étais à Bamako pour la première du documentaire Mousso Kaatuma Sera. Et j'avais une amie à moi qui m'avait donc envoyé, avec qui j'avais travaillé sur une autre exposition, quelques mois plus tôt, pardon. Et donc, elle m'avait envoyé la publication pour l'appel à projet. Et donc, j'étais à Bamako pendant la première, après la diffusion donc, du documentaire, il y a eu un débat et donc il y a eu plein de questions. Et donc, je suis rentrée à la maison tellement motivée, j'avais le cœur, j'avais vraiment une flamme en moi. Et pourtant, j'avais quand même mis de côté l'appel à projet. Je savais pas trop, je tournais autour, je savais pas quoi écrire. Et ce soir-là, je suis rentrée, j'ai écrit ma proposition en 1 heure, je pense. En 1 heure. J'étais tellement inspirée. Je l'ai écrit donc en 1 heure. J'ai envoyé donc ma proposition et j'ai complètement oublié. Je me suis dit, je vais jamais gagner. Je suis passée à continuer avec ma vie. Hein. Et donc, 1 mois plus tard, je reçois un email qui me dit que ma proposition a été donc la première proposition, vraiment la première sur 425, je pense, propositions. Et c'était vraiment, je suis même vraiment, voilà, c'était, j'aurais jamais cru ça. Et voilà, et tout est venu. Et d'ailleurs, c'était même pas une proposition que elle n'était pas forcément bien écrite. Je pense que je suis pas fière forcément
la qualité même de la proposition parce que je l'ai fait vraiment rapidement, mais ça prouve en fait, et je me suis dit waouh, et que quand je l'ai relu après, je me suis dit ah waouh, ok, je suis pas très sûre, hein, et ça montre quand même que, parce qu'il y a eu à peu près 300, je pense 300 juges, donc ça montre en fait que la passion, on peut vraiment transmettre, on peut sentir cette passion à travers un texte, et qu'à la fin, c'est l'impact de nos intentions qui compte, et c'est que pour ça que j'ai gagné cet appel à projet. Et donc voilà, donc c'est grâce à ça que j'ai pu exposer à Bamako durant aussi les 25 ans. Donc on a célébré les 25 ans des rencontres de Bamako. Donc c'était aussi une biennale ou en tout cas un événement très important pour le Mali. Il y a eu plein d'innovations en termes de scénographie, en termes de technologie. Il y a eu aussi, il y a eu un grand nombre d'artistes. Et malgré même la situation instable au Mali, il y a eu, je pense, à peu près, enfin, les chiffres, 50 000 visiteurs. Donc, c'était vraiment grand. Et j'en suis très, très fière et aussi très humble. Voilà. Non, absolument, vraiment. Et je ne sais pas si c'est ce que j'ai vu, c'est l'appel à projet ou c'est le résultat, mais moi, je l'ai trouvé extrêmement brillant. On va le partager d'ailleurs. Tu as bien articulé les différentes problématiques. Et je pense que les œuvres qui ont été sélectionnées, utilisées durant cette exposition-là, parlent d'elles-mêmes. Et je pense que c'est vraiment ça qui a peut-être été ta force de proposition, c'est que ça venait d'une expérience, ça vient des tripes en fait. Et je pense que, encore une fois, l'art peut vraiment être un média privilégié pour faire véhiculer des émotions et une manière visuelle souvent. Je pense que dans ton cas, c'était du visuel, hein, c'était de l'art visuel, n'est-ce pas? C'est de l'art visuel, c'est de la photographie spécifiquement. Ouais. Exact. Et donc, je pense qu'avec l'art visuel, il y a vraiment une manière de pouvoir véhiculer les émotions qui est très intéressante et qui peut vraiment toucher même les moins initiés à la question, quoi. Ça m'emmène à la question, comment s'est passée ta collaboration avec les artistes et lesquels peut-être ont aussi participé à l'expo? Ouais, c'est donc des femmes que j'adore absolument. Donc les artistes que j'ai choisi de montrer sont Fatoumata Diabaté, que j'adore, comme on dit, beyond anything. I just love her work. J'ai travaillé également avec Amsatou Diallo. Elles sont toutes vraiment excellentes, toutes des femmes très battantes, des féministes, avec Fatoumata Diallo, Fanta Diarra, Kani Sissoko, Oumou Traoré. Donc, c'était une sélection 100% femmes, bien évidemment. Je voulais, par contre, parler de la condition socioculturelle des femmes maliennes, donc notamment les inégalités de genre, de manière authentique. Donc, je ne voulais pas, par exemple, choisir une artiste de la Côte d'Ivoire pour parler du Mali, même si nos pays sont très proches, nous sommes frères et sœurs, mais je voulais vraiment que des femmes maliennes parlent de la situation malienne, parce qu'aussi, c'était important que l'audience se dise, bon, là, on n'est pas ce ne sont pas des femmes qui viennent de l'Occident, ce sont des Maliennes je pense qu'il y en a une seule qui vit en France, donc elles vivent au Mali, et pourtant, elles en parlent. Donc, je pense que ça, c'est très important pour moi. Je voulais mettre une emphase sur l'accomplissement de certaines d'entre elles, parce qu'elles vivent aujourd'hui de leur art, elles vivent de leur photographie, ce qui n'est pas une chose facile, surtout en Afrique. Mais quand donc j'ai eu des conversations avec elles, j'ai vraiment compris que ce sont les féministes maliennes qui se disent, bon, moi je sais que vous voulez pas, enfin en tout cas je sais qu'on souhaiterait que à la limite je fasse une école technique ou une école où je pourrais apprendre peut-être, je sais pas moi, la finance, etc. Mais elles se disent non, moi j'adore l'art, j'ai envie de faire l'art, donc j'ai envie de me battre pour ça. Et c'est aussi une forme d'activisme pour elles, parce que c'est pas, il n'y a pas énormément de femmes africaines photographes. La photographie est perçue comme un médium appartenant à l'homme. Et donc déjà, leur choix, le choix de leur médium dans ce contexte précis, pour moi, est à féliciter. Et voilà. Et donc, je pense que malgré les difficultés, elles continuent à se battre, et je voulais vraiment les mettre en relief.
Bon, ça a l'air hyper passionnant et honnêtement, je te remercie d'être là et de pouvoir nous partager un peu de ce processus de l'expo. Quelle était la narrative derrière l'expo? Oui, donc Mousso Katmasera examine donc une tradition tacite malienne appelée la sutura. Comme on dit, la sutura, qui prépare psychologiquement les femmes et les filles à dissimuler, à supporter leur souffrance. En gros, quand on pense au mot sutura, c'est comme une couverture. C'est sutura, on peut dire, c'est quelque chose qui te protège, qui te cache, qui te couvre. Donc c'est vraiment littéralement un processus psychologique pour permettre à la femme et à la fille à dissimuler, à pardonner et à supporter leur souffrance. C'était donc important pour moi de parler de la sutura parce que, bien évidemment, elle a des aspects nobles. Par contre, elle a aussi des impacts négatifs. Par exemple, sur la manière dont la société malienne traite l'abus sexuel. Comme je le disais plus tôt, on souhaite comment on dit, changer donc la colère que la survivante a vers de l'empathie, transformer cette émotion-là en empathie. Mais il y a autre chose aussi. Il y a, par exemple, les survivantes sont tenues en fait de protéger leur famille de toute honte en restant silencieuses. On se dit, bon, le principe de la sutura, c'est que toi, en tant que victime, tu vas nous mettre la sutura, tu vas nous protéger de la honte, donc il faudrait que tu restes silencieuse. Donc, pour celles qui osent dénoncer ces injustices, elles sont marginalisées, elles sont tout simplement mises de côté, elles sont perçues comme celles qui s'en fichent un peu du système présent. Donc, elles sont marginalisées, elles sont délaissées. Par contre, elles sacrifient donc, et moi, ce qui est dommage, c'est qu'elles sacrifient leur autonomie individuelle, elles sacrifient leur sécurité, elles sacrifient leur justice. Et en réalité, quand on y pense, dans les sociétés patriarcales, les hommes détiennent en fait le pouvoir. Et c'est intéressant ça, par contre. Donc c'est important d'écouter. Donc les hommes détiennent principalement le pouvoir et dominent les sphères de la vie publique. Donc quand on pense au sutura, il faudrait comprendre que c'est un outil protégeant de manière systémique la réputation patrilinéaire en obligeant les femmes à l'appliquer puis à la transmettre. Donc, pour revenir à ça, et c'est quelque chose qui m'a vraiment... J'ai pris du temps pour y arriver, mais quand on pense au fait que l'homme détient le pouvoir dans différentes sphères de la vie publique, et quand on pense au fait que les femmes sont celles qui sont le plus souvent abusées, donc victimes, et qu'on leur demande, on les forme, on les entraîne même psychologiquement à garder le silence. Pourquoi? Parce qu'en parlant, elles ternissent la réputation de l'homme. Et c'est tout un concept. Pour moi, c'est tellement... C'est frustrant. J'ai envie de dire, c'est frustrant. Et on revient encore à cette inégalité-là, parce qu'on se dit, bon, la femme, c'est pas grave, vivez avec cette peine. De toute façon, une femme forte, c'est une femme qui peut tout supporter. Donc, supporter la violence sexuelle. Mais en tout cas, n'oubliez pas l'homme. Vous avez le devoir, vous, de protéger la réputation de l'homme, parce que si tu ternis cette réputation-là, toi, tu es une femme indigne. Et ça, je pense que c'est mettre trop de pression sur la femme. Absolument, je pense que tu l'as très très bien dit en fait. Tout l'équilibre de la société et le pouvoir des hommes, sa stabilité est vraiment basée sur les codes qui ont été, disons, imposés aux femmes. Et tout l'équilibre de la société est là. Et c'est vrai que ça devient très difficile en fait. Et c'est pour ça que c'est très très compliqué d'aborder ces questions d'émancipation des femmes, d'autonomisation des femmes chez nous. C'est que c'est intrinsèquement lié aux valeurs qui sont véhiculées, les valeurs patriarcales qui peuvent être véhiculées dans certaines cultures, dans certaines sociétés.
Et c'est pour ça que je me dis, il fallait avoir les épaules bien fournies pour pouvoir organiser une expo de ce type-là au Mali, qui est aussi, bon, on peut se le dire, je pense qu'il y a des cultures qui sont plus patriarcales que d'autres, même à l'intérieur de l'Afrique. Et donc, c'est certain que ça devait être un sacré défi de pouvoir organiser cette expo là-bas. Ce qui m'intéresse aussi à voir avec toi et d'avoir ta vision là-dessus, c'est de l'art en Afrique, plus qu'ailleurs, je pense, est souvent utilisé comme un moyen de dénonciation. On voit ici souvent à Abidjan des petits graffitis, etc. Ça a toujours un humour noir, un humour politique. Je ne sais pas comment c'est au Mali, mais à Abidjan on est très fort là-dessus. Et je me demandais pourquoi, en fait, selon toi, c'est plus prononcé ici. Pourquoi est-ce que cette utilisation de l'art comme moyen de dénonciation est plus prononcée chez nous? Ouais, encore une fois, très bonne question. Avant d'y répondre, j'aimerais bien retourner aussi à l'expo elle-même. Bien sûr. Au-delà donc de parler donc de la sutura et de l'impact de la sutura sur différents aspects de la société malienne, je voulais également peindre en fait les femmes de manière positive. Donc, aucune photo ne montre la femme de manière négative. J'ai vraiment voulu garder cette image positive, émancipée, une femme digne, malgré le sujet sensible. Donc, c'est pas parce qu'on parle aussi de violence, par exemple, sexuelle, qu'il faudrait voir la femme avec du sang. Je pense que ce que je voulais, c'est que pour la personne qui décide d'aller voir l'exposition, disons même que cette femme-là ait vécu une expérience de violence sexuelle, qu'elle voit une photo d'une femme forte et qu'elle se dise, bon, bah tiens, moi aussi, je peux être comme ça. Donc, je voulais vraiment pas que ce soit qu'on ait envie de pleurer en sortant, mais plutôt qu'on soit motivé, qu'on soit inspiré, qu'on se dise, bon, bah, il y a d'autres personnes qui y arrivent et donc je vais faire de même. Donc, ça, c'était vraiment, voilà, c'était important pour moi. C'est aussi, merci de revenir dessus, mais c'est vrai que c'est aussi à l'image, pour moi en tout cas, de la résilience réelle des femmes. Et c'est là où, en fait, le fait que toi, en tant que curatrice, que tu sois d'ici, ça t'a permis de te coller à la réalité. Parce que malheureusement, souvent, quand on regarde des expos en Occident, hein, pour se dire la vérité, il y a ce biais-là tu sais exactement qui est derrière l'exposition. Tu sais à quel point il y a un manque d'authenticité parce que justement, soit les personnes qui vivent ça n'ont pas été consultées. Donc, ça a été pensé d'un point de vue qui est complètement déconnecté de la réalité. Et donc, toi, la plus-value de Mousso Katuma, c'est là, et je pense que c'est vraiment ça qui fait la distinction, c'est que tu es toi-même très collé à la réalité, tu connais, tu sais quelles sont les forces et faiblesses du pays, du système, de la société. Toi-même, tu t'es confronté à ces barrières-là, donc tu sais à quel point qu'est-ce que ça prend comme force et comme résilience pour ces femmes-là de continuer à vivre et de thrive, donc de continuer à pousser les barrières et à libérer la parole, etc. Et ça fait de ton expo vraiment pour moi voilà, une expo qui est nécessaire et qu'on devrait absolument exporter, quoi. Et je continue à le dire, c'est vraiment ma position, on doit l'exporter, on doit le ramener à Abidjan. Mais on va revenir là-dessus. Ouais. Donc je t'ai coupé, excuse-moi. Vas-y. Oui, non, pour répondre donc à la question, pourquoi est-ce que l'art est souvent utilisé en Afrique comme outil de dénonciation? Je pense que l'art est quelque part la poésie qui nous permet d'exprimer ce que l'on n'ose pas dire dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est une peinture discrète, je dirais là et là, pour éveiller donc les esprits sur des sujets tabous et sensibles, parce que aussi on a des valeurs et on a honte, il y a le sens il y a le respect de l'aîné par exemple, il y a des choses qu'on n'oserait jamais faire ou dire, et donc l'art est un outil pour dénoncer tout ceci.
c'est une manière, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense on est des cultures qui sont très, on prend des pincettes, on fait les choses avec beaucoup de finesse pour éviter la confrontation et toujours cette notion de protéger la dignité de la famille, de la communauté, etc. Et je pense que tu as bien répondu. Ouais. Non, mais je vais rebondir dessus parce que aussi, là, je relis alors Wangrain de Abato Patepa. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte à quel point dans nos cultures, tout est très... rien n'est dit de manière directe. On utilise beaucoup d'allégories donc c'est souvent enrobé, en tout cas de quelque chose, que ce soit comme je dis, les allégories. Donc, on veut t'entendre sur justement comment l'expo a été perçue à Bamako et quelles sont les discussions peut-être qui ont suivi l'expo. Personnellement, j'ai été touchée par les retours positifs que j'ai reçus. Je pense de la sélection des artistes au choix des visuels en passant par la scénographie. Je suis retournée à New York très contente de l'impact du projet, très satisfaite et aussi ravie d'avoir pu transmettre donc le message aux jeunes lycéennes. Parce qu'en fait, moi, mon exposition a été montrée au lycée Ba Aminata Diallo, qui est le lycée des jeunes filles. Donc, il y avait un espace où il y a eu plusieurs expositions, dont Musoka Tumasera, et donc une grande majorité de l'audience étaient les lycéennes de cette école-là. Donc, ça, c'était vraiment génial. Et aussi, autour donc, de l'expo lui-même, il y a eu 2 événements. L'un avec ONU Femmes, ainsi que le ministère donc, de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, et d'autres conférenciers où nous avons eu à discuter du spectre et des nuances de la violence sexuelle avec les lycéennes. Donc, ils ont donné leur avis, etc. C'était très, très engagé. Et il y a eu beaucoup de bonnes informations qui, à mon avis, ont été... qui ont eu de l'impact. Parce qu'après, il y a des lycéennes qui sont venues me voir, poser d'autres questions, etc. Donc ça, je pense que c'était très bien. Et donc l'autre était un atelier de danse. Donc pour permettre aux femmes de se retrouver, partager un moment intime et aussi connecter entre nous-mêmes à travers le mouvement. Il y a eu des moments où on se tenait toute la main. Et dans ce contexte-là, c'était important pour moi que les femmes comprennent que au-delà de trouver donc une personne à qui on peut se confier, au-delà d'avoir des relations avec nos parents, il y a des femmes qui sont là. Je pense que c'est important que déjà les femmes arrêtent de juger les autres femmes qui sont victimes et qui décident d'en parler. Par exemple, quand on dit ah oui mais je suis sûre que c'est pas vrai. Ça vient pas forcément que d'hommes, hein. Ça vient souvent de femmes qui vont se dire oui, mais c'est pas vrai, il n'y avait pas eu d'abus sexuels ou oui, elle fait ci à cause de ça, etc. C'est juste important d'apporter ce support émotionnel, de quand même se dire bon, je vais faire confiance parce que c'est une femme comme moi, c'est possible qu'elle ait vécu cet abus et il n'y a pas de raison de ne pas la croire parce que je peux aussi me dire c'est vrai ou faux, mais pourquoi aller vers l'un et pas l'autre et simplement pas vouloir aider quelqu'un qui peut-être en a besoin. Donc, je voulais vraiment cet espace-là de danse à travers le mouvement, la communication pour qu'on puisse connecter entre nous et se voir différemment. Je pense qu'un élément que tu as soulevé et que je trouve intéressant, c'est vraiment, en fait, souvent, j'aime bien réfléchir sur les 2 définitions, si tu veux, qu'on a de la culture. Donc, la culture comme valeur commune et ce qui nous soude en tant que communauté, mais c'est également la culture comme l'art, etc., qui sont aussi des véhicules intéressants. Et une féministe malienne aussi que j'aime beaucoup, activiste féministe, et cette femme est impressionnante, Aminata Traoré, parle en fait dans une interview, elle utilise la culture elle dit la culture comme résistance et comme moyen de survie.
Et je pense que c'est pour ça, pour rebondir sur ce dont on parlait tout à l'heure, pourquoi est-ce que la culture en Afrique est utilisée également pour dénoncer et c'est ça. Dans le point, on n'a pas des en tout cas dans la société bambara, on n'est pas dans une société qui est confrontationnelle. Donc la culture permet de dire ce qu'on veut dire, mais de manière enjolivée finalement. Donc ce que je me disais, c'est vraiment ça. La culture, en fait, on pense souvent que la culture, c'est ce qui se passe en Occident, etc., parce qu'on a des musées, etc., mais c'est pas ça. Pour moi, la culture, ça permet de sublimer justement nos cultures, de les questionner, de les actualiser, en fait. Donc, la culture est vraiment, si on prend la culture comme ce réservoir commun, c'est une page qui n'est pas écrite et figée dans le temps. C'est vraiment une page qu'on continue d'écrire au quotidiennement. Et c'est ça, en fait, finalement, avec ce que tu fais avec ces jeunes filles, avec ton exposition, c'est de donner, de montrer à tous que cette page-là est en constante évolution. Et c'est la toile qui en ressort sur le moment, ben, elle va changer, mais elle est belle parce qu'elle est belle du vécu de chaque personne, en fait. Donc, c'est ça. Ouais. Et ça, totalement. Ça me fait penser, je me dis que souvent on pense que la culture, c'est la culture qui fait les populations, mais en fait, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que les populations font la culture. Et c'est vrai que c'est évolutif dans ce sens-là. Et le fait que ton auditoire premier ait été des jeunes filles et qu'elles prennent conscience aussi qu'elles ont un mot à dire dans ce dialogue et cette évolution culturelle-là est super importante. Malheureusement, pendant longtemps, on évolue et la manière dont nos familles sont faites, on évolue sans penser qu'on a le droit d'avoir des opinions, de pouvoir les exprimer, et puis aussi de pouvoir questionner sa culture, sa propre culture, etc. On fait souvent comme si la culture est un élément qui est totalement à part et qu'on ne... Voilà, je pense que c'est ça. La culture est faite pour être questionnée. Ouais. Si je prends un sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'excision, pendant longtemps, on n'a pas voulu le questionner, on était comme, c'est comme ça se passe comme ça chez nous, en fait, en réalité. Mais l'évolution veut qu'on questionne cette culture-là si on veut la pérenniser dans tous les cas. Parce que sinon, on risque de se retrouver avec une culture qui est totalement en inadéquation avec le monde dans lequel on vit et qui n'est même pas à même de pouvoir, parce que la culture est censée t'outiller pour avancer dans le monde. Donc, si la culture te dépossède et te rend totalement inapte, quid de la culture, en fait. Mais aussi, il faut qu'on se rappelle du fait que dans les écoles publiques maliennes ou même dans à part les lycées, peut-être le lycée français, le lycée américain, etc., dans les écoles privées maliennes, il n'y a pas d'éducation sexuelle. Donc, peut-être pour ces jeunes femmes-là, c'était vraiment leur première fois de pouvoir voir une personne et avoir une conversation autour de violences sexuelles. Et ça, c'est quand même quelque part déjà grave de ne pas avoir cette éducation sexuelle-là, mais de même pas pouvoir avoir posé de questions à la maison ou aller vers une de ses grandes sœurs et demander, etc. C'est des choses qui ne se font pas. Et donc, d'où l'importance donc, de la culture, parce que c'est le seul moyen de pouvoir éduquer dans ce sens-là. Ce que tu dis est tellement à point et vrai, et je pense que c'est nécessaire de le dire, et merci de l'avoir souligné. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a vraiment très peu d'endroits où les jeunes peuvent parler, s'informer de manière saine sur les questions sexuelles. Et malheureusement, je trouve que c'est très triste parce que le problème de ne pas actualiser la culture, ça emmène ça. Le fait de vouloir protéger les filles et cette volonté de rester dans la vertu a poussé au fait que les questions sexuelles restent tabous. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas dans la Côte d'Ivoire actuelle, aujourd'hui, c'est que le fait de ne pas en parler pousse les jeunes à avoir des comportements sexuels extrêmement dangereux. Et je pense que c'est le cas, j'imagine que c'est le cas au Mali aussi. Donc, en fait, ça devient contre-productif de ne pas en parler. En voulant préserver les filles, surtout, on se retrouve à avoir les questions de grossesse précoce en Côte d'Ivoire, qui est un cas qui est alarmant. Vraiment.
Donc ton point est extrêmement important. Et ce que tu dis est tellement vrai parce que je participais justement à une journée de sensibilisation dans un quartier populaire à Abidjan. Et un des points également était sur la sensibilisation au VIH/SIDA, parce que c'est ça en fait aussi. Il y a les grossesses précoces, mais également donc des rapports non protégés. Donc les jeunes filles se retrouvent sont de manière disproportionnée, en tout cas constitutives des populations infectées. Donc on était face à un auditoire qui était de 13 ans en montant. Et tu t'en rends compte très, très, très tôt que ce sont des filles qui ont déjà une activité sexuelle, mais en fait, elles n'en parlent pas dans leur famille. Il n'y a personne qui le sait dans leur famille jusqu'à ce qu'il y ait une évidence de cela qui est sous forme de grossesse ou quoi que ce soit. Donc, d'où l'importance vraiment d'en parler. Je pense que ça, c'est également un élément même pour le développement de nos pays, parce que effectivement, une jeune fille qui donc tombe enceinte, souvent de manière involontaire, souvent le fruit également de relations qui sont quasiment des violences sexuelles aussi, arrête d'aller à l'école tout simplement. Et c'est tout son avenir qui est hypothéqué finalement. Et pour ajouter, alors je viens juste d'y penser, et je me souviens avoir dit plusieurs fois, mais si je ne dénonce pas l'abus sexuel, ce que je fais, c'est tout simplement comment on dit, continuer la propagation de la culture du viol. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand un homme ou un jeune garçon viole une femme et qu'il ne se passe rien, ben, il se dit que c'est normal et il y prend du plaisir. Et d'ailleurs, je me rappelle au Mali, il y a plusieurs années, voilà, il y a plusieurs années de cela, il y avait une mode de, on appelle ça le viol en groupe. Oui. Donc, il y avait des jeunes garçons se retrouvaient en groupe et ils violaient les filles, et c'était une mode en fait. Et à l'époque, on le savait tous, mais personne ne parlait parce qu'on n'était pas conscient de tout ça. Et je pense que c'est ça aussi, c'est à force de dénoncer, déjà on met en relief donc cette culture du viol, mais aussi comme on dit, on break down les nuances là. Et ces nuances, c'est aussi comment changer la mentalité de ces garçons-là qui aussi ne comprennent pas, ils savent pas. Ils sont jeunes, ils sont là en groupe, machin, c'est la fête, bon, on va faire ci, on va faire ça, c'est une mode, mais ils réalisent pas l'impact que c'est. Ouais. Et je crois que c'est ça aussi C'est absolument, c'est tellement vrai. Ça me fait penser j'avais participé à la campagne quand j'étais encore à l'université à Montréal. Un non, c'est un non. Je veux dire, c'était justement pour remettre en question cette culture du viol. On s'en rend pas compte que c'est une culture du viol en fait tant qu'on n'en parle pas, tout simplement. Donc quand une jeune femme, une femme tout simplement dit non, et que en fait dans la perception, dans la réception masculine, c'est un oui, mais qui est un oui à demi-teinte, c'est problématique. Donc si on n'ouvre pas la parole sur ça en disant mais non, quand je dis non, c'est non, ça laisse en tout cas ça laisse un pan de possibilités, de justification du côté des jeunes hommes en tout cas. Ouais. Il faut vraiment que je rajoute ça parce que je viens d'y penser également, et c'est très intéressant. C'est que donc à travers mes recherches par rapport donc aux inégalités, etc., ce que j'ai découvert, c'est que l'homme a une perception augmentée de lui-même comparée à la femme. Donc la femme, si par exemple tu lui demandes de se donner une note, disons que c'est une femme qui pourrait avoir un 8, disons, elle se donnerait un 5. Un homme qui devrait ou pourrait avoir un 5 se donnerait un 8. Et je pense que le non des femmes durant donc une relation sexuelle, par exemple, c'est justement cette augmentation quelque part, c'est les séquelles de l'augmentation de cette perception-là, parce que l'homme se dit non, mais de toute façon, elle ne peut pas dire non, c'est comme ça, elles sont comme ça, ou les hommes ne comprennent pas que peut-être que les femmes ne sont pas intéressées du tout, parce que c'est quand même moi l'homme, ou parce que je suis un peu macho, je pense que voilà. Donc je pense qu'en fait c'est ça, et c'est important que les hommes comprennent que, et généralement parlant, que ce soit dans l'emploi, quand les hommes recherchent un boulot, ils ont tendance à choisir des mots-clés
qui les poussent, qui les tendent vers le leadership, alors que c'est pas tout le temps le cas. Or, les femmes choisiraient des mots différents, etc. Donc, je pense que, comme on dit ici, overall, en général, il y a cette perception très augmentée de l'image de soi, si je peux dire ça comme ça, de l'homme. Absolument, absolument. Et je pense que c'est le fruit, et je m'arrête là, hein, vraiment, mais c'est très intéressant. Non, on s'arrête là. Là, tout à fait. Mais c'est le fruit, en fait, de notre socialisation. Et c'est là où c'est dangereux parce qu'on donne, on retire les outils aux femmes pour pouvoir justement s'estimer de manière réaliste et de se vendre de manière réaliste, et il y a un débalancement au niveau des hommes. Et c'est très problématique parce que du coup, tu vois, voilà, il y a cette perte de confiance qui vient avec le fait d'être femme, malheureusement, de facto, et parce que aussi il y a un transfert de responsabilité de toi vers l'homme. On se dit ultimement, dans tous les cas, tu vas te marier et puis ça sera à l'homme de subvenir à tes besoins. Donc tu n'as pas tant besoin d'être intelligente, d'être persévérante, etc. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être résiliente au niveau de la capacité de douleur, voilà. Mais le reste, bon, ça sera pris en charge par l'homme. Mais donc on va vraiment s'arrêter là et on va pouvoir, je pense, faire un autre épisode sur des thématiques parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter, je pense, et à aussi participer à libérer la parole à ce niveau-là. Mais pour terminer peut-être sur ce point-là, quel est pour toi l'avenir de l'art au Mali? C'est peut-être pas, c'est souvent pas le terrain fertile, malheureusement. Quoique, je pense qu'il y a différents types ou formes d'art, mais en tout cas, quelle est ta vision là-dessus? Je veux juste, comme ça, tu vas pouvoir y répondre en même temps. Tu as énormément parlé des lectures et des documentaires que tu as vus, etc. Donc, si tu pouvais nous faire après, comme ça, on va partager dans la barre de description là de l'épisode, peut-être les lectures ou les documentaires les plus marquants qui t'ont aidé dans ton cheminement également. Je pense que ça aidera et ça intéressera également les auditeurs. Super, oui. Je le ferai. Et alors, donc, pour répondre à la question de l'art, je n'ai pas de données là-dessus. Je pense que c'est encore c'est très niche dans un sens. Enfin, même si ça devrait pas l'être, mais c'est très niche. Donc, moi, j'ai pas de données là-dessus. Et aussi, je pense que l'art est large. Il y a l'artisanat que l'on pourrait inclure. Et à mon avis, l'artisanat a une très grande part du marché donc de l'art. Mais je pense en fait que l'histoire du Mali précisément est en notre faveur. Je pense qu'il y a un intérêt pour la culture malienne. Moi, je rencontre souvent des personnes ici qui connaissent le Mali grâce à la culture, qui souhaiteraient aller au Mali, qui veulent connaître les artistes maliens, etc. Donc, je pense que l'histoire du Mali est en notre faveur. Par contre, je pense que, et là, je m'adresse donc à un peu tout le monde, et surtout aux Africains qui peut-être qui ont une situation économique favorable, que ce serait bien qu'ils collectionnent l'art créé dans nos pays pour encourager non seulement la créativité, mais l'innovation et aussi créer cette équité économique parce qu'on ne peut pas survivre si nous-mêmes, on ne sait pas. Et je pense qu'il y a un gros, il y a un gros manque qui pourrait être assouvi si chacun décide de collectionner l'art de nos artistes. Non, absolument. C'est vrai que c'est extrêmement nécessaire et je pense que c'est vraiment peut-être une habitude qu'on n'a pas encore pris en tant qu'Africain, en tant qu'élite africaine pour se dire. Il faut avoir les moyens de pouvoir faire ces acquisitions-là. Mais c'est vrai que de plus en plus, en tout cas, on le voit sur le continent. J'ai contacté dernièrement à ce sujet
la fondatrice de Douala Art Fair. Donc, elle fait justement ces expositions-là, je pense, au Cameroun. Et elle permet justement, elle fait cette interface-là entre les artistes et puis des gens qui veulent se lancer soit dans la collection ou au moins acquérir certaines œuvres d'art. Et aussi parce que Aïcha, je pense aussi qu'on peut pas on peut parler d'art et de nos créations sans parler du fait du rapatriement peut-être ou de nos œuvres tout simplement. Donc vraiment le travail qui est fait au Bénin notamment pour le rapatriement d'énormément des d'œuvres qui se retrouvent en France est important. Je pense que ça passe par ça. Il faut déjà aussi avoir j'ai envie de dire, toute une éducation artistique aussi, savoir quelles sont nos œuvres, quelles sont leurs caractéristiques. On a parlé de l'école française, mais depuis tout petit, à l'école française, tu comprends, on t'apprend à apprécier cet art occidental, finalement. Je veux dire, donc quand tu te retrouves dans un musée, tu es à même de pouvoir, en tout cas de manière assez rudimentaire, apprécier une œuvre de Monet, par exemple, disons. Mais parlons de l'art malien, parlons de l'art béninois. Est-ce que nous sommes à même de pouvoir regarder une œuvre et de pouvoir distinguer qu'est-ce qui distingue un masque sénoufo d'un masque yoruba? On n'a vraiment aucun moyen de pouvoir le faire si les œuvres ne sont pas disponibles et qu'on n'a pas tout un travail, bien sûr, d'experts et de vulgarisation qui est très important également. Totalement. Enfin, je pense que là, tu l'as tout dit et j'ai absolument rien à rajouter. Ce que je vais dire, c'est que à travers donc les expositions que je vois là et là, je pense qu'il y a vraiment j'ai souvent vu des jeunes garçons venir voir et il y a vraiment, je pense qu'il y a cette envie il y a l'art est comme un moyen de rêve pour certains et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et je crois qu'on ne devrait pas avoir peur. Je pense qu'on peut éduquer les populations sur l'histoire de l'art de nos pays. Je pense qu'on peut oser acheter l'art de chez nous. Et je pense que ça va se faire. Et je suis certaine qu'il y aura un boom. Et voilà. Donc, et j'attends ce moment-là. Merci Fatima. En tout cas, on a été extrêmement ravis de t'avoir aujourd'hui. La discussion était passionnante. Je pense que ça fait 2 heures qu'on discute. Tu t'en rends compte? Et on aurait pu continuer d'ailleurs. Et on aurait pu continuer. Tu as beaucoup de choses à partager sur une diversité de sujets, mais surtout sur la place de l'égalité des femmes. On va s'assurer de mettre en lien le documentaire TV5 et les autres sources qui ont été citées au courant de l'épisode. En tout cas, merci énormément. On va finir avec la dernière question. Généralement, on pose une question, on demande quel est ton dimanche idéal à Abidjan ou ailleurs. Toi, quel serait ton dimanche idéal à Bamako quand tu y es? Et surtout parce que je pense aussi en tant que femme activiste, passionnée d'art, aficionado d'art, on va dire, je pense que tu es souvent. Est-ce que tu prends du temps pour toi? C'est aussi ça le dimanche, ça représente tout ça aussi. Hein. Ah, c'est ça. Mon dimanche idéal, c'est être à la maison. Peu importe où je suis, que ce soit à New York d'ailleurs, que ce soit à Bamako, être à la maison. Soit entourée par des personnes que j'aime, qui m'apportent de la joie, ou faire quelque chose que j'aime. Ça pourrait être regarder un film, lire un livre, ou juste être couché dans mon lit et ne rien faire, mais vraiment savourer ce moment, comme on dit, d'indolence, manger sans trop penser. Et juste avoir ce moment-là de relaxation, écouter peut-être la nature, les oiseaux, etc. Voilà. Parfait. En tout cas, merci Fatima, ça a été un plaisir et on se dit à très très bientôt. Merci à vous deux. Passe une bonne journée, passe un bon dimanche. Merci. Merci, bisous.